Bonjour à vous, je suis Cédric et aujourd'hui je continue la deuxième portion du contenu que j'avais commencé sur l'injustice un peu raciale par rapport à tout ce que nous vivons actuellement suite à la mort de George Floyd et de tout ce que cela peut signifier. Et je le fais dans l'intention de savoir qu'est-ce que nous pourrions faire, vous et moi, pour améliorer les choses. Et oui, comme je l'ai mentionné, vous me connaissez peut-être comme Monsieur Argent, qui parle souvent d'argent, mais dans ce contenu un peu spécial, particulier, je vais plus parler de la question de race qui est dans l'actualité. Et j'estime que c'est un message important pour différentes raisons, dont j'ai déjà mentionné dans le premier contenu. Si vous l'avez manqué, allez le voir avant de voir celui-là, parce qu'il y a une suite logique à tout cela. Et donc, c'est important pour moi d'en parler parce que, en tant que membre de ma communauté, c'est important de partager sur les valeurs qui me caractérisent et nous caractérisent. C'est important pour moi d'en parler en tant que personne de couleur qui vit dans une société multiculturelle. Et aussi, c'est important d'en parler afin de pouvoir nous assurer que nous sommes ensemble, blanc, noir, jaune, rouge, quelle que soit votre couleur, de pouvoir ensemble travailler à constituer un avenir meilleur. Parce que George Floyd n'est malheureusement pas le premier et c'est important pour nous de mettre des bases pour un avenir futur. Et comme je l'avais déjà exprimé dans le premier contenu, je ne suis pas un spécialiste des questions raciales, je suis plus un spécialiste des questions d'argent, mais je pense que ce n'est pas une raison pour laquelle je ne devrais pas apporter une contribution qui n'est probablement pas la réponse au problème, mais qui est une contribution que vous pourrez utiliser dans vos réflexions afin d'avoir un panorama peut-être beaucoup plus large avec ce que vous avez. Et la deuxième chose aussi que je mentionnais qui est important avant de regarder à ce contenu, c'est de vous rappeler que je ne considère pas le mal et le bien comme appartenant à une race, parce que le mal et le bien, ce sont des esprits en opération qui agissent dans des individus, peu importe leur race. On en trouve dans toutes les races. La troisième chose et dont je parle, c'est que je parle ici en utilisant certains éléments d'arrière-plan, en utilisant des références par exemple à des textes de la Bible à des fins historiques et non pas à des fins de vous imposer une quelconque vue parce que je respecte qui vous êtes, je respecte vos croyances. Et donc, c'est essentiel donc d'aborder la question de manière ouverte. Alors, au cours de du premier contenu, j'ai partagé avec vous certains éléments et qui étaient venus un peu de la réflexion que j'avais eue par rapport au texte de l'Ancien Testament qui parle un peu de l'histoire du peuple juif ou du peuple hébreu sous la domination de l'Égypte, un peu dans les livres d'Exode. Et de voir en fait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une histoire à voir à 3000 pieds d'altitude, juste une histoire spirituelle d'un Dieu lointain, mais c'était la réalité d'un combat racial, quelque part, d'un peuple qui voulait s'affranchir et d'un Dieu qui intervenait dans la réalité quotidienne de ce peuple-là, afin de rappeler qu'il est un Dieu de justice, un Dieu en faveur de la liberté. Mais pour que la justice se manifeste, il faut que vous et moi, nous levions. Et donc, en rappel des quelques points qui avaient été déjà abordés dans le premier contenu, il avait été question de savoir que des clés qui pouvaient nous aider à nous en sortir, à avoir un avenir meilleur au regard de cette histoire que l'on trouve, c'était premièrement de nous rappeler que pour que la justice prenne place, la justice et la liberté prennent davantage place, cela va nécessiter que chacun de nous, nous nous considérions comme étant des acteurs capables de faire quelque chose à notre échelle. Il ne nous fallait pas laisser ce que nous ne pouvions pas faire devenir un obstacle qui nous empêche de faire ce que nous pouvons faire. La deuxième chose, c'était de réaliser que parce que pour que la liberté et la justice prennent davantage place, cela nécessite des personnes qui sont capables de traverser des frontières culturelles. Parce que Moïse, qui était le libérateur, a été à la fois un hébreu,
de naissance, le peuple dominé, mais il était aussi un Égyptien dans la façon dont il a été éduqué parce qu'il a grandi au palais royal. Et ça prenait donc une personne qui était capable de connaître ces deux mondes-là, de connaître le protocole de ces deux mondes pour être en mesure d'aller parler à Pharaon. Parce qu'il y a un protocole royal, il y a un protocole dans chaque culture. Et il est important, si nous voulons nous en sortir, que nous puissions être chacun capable de traverser nos différentes cultures, connaître les protocoles dans chacune de nos cultures. Et la troisième chose que j'avais également abordé un rappel dans le premier contenu, c'était qu'il était essentiel pour que la liberté et la justice progressent, que nous, au-delà de l'échange interculturel qu'il existe, qu'au sein de nos propres cultures, nous puissions rechercher la fraternité. Et ne pas être comme, l'Égyptien qui a tué l'Hébreu, et ne pas le lendemain être comme l'Hébreu qui frappe l'Hébreu. L'Égyptien qui a frappé l'Hébreu, et le lendemain, l'Hébreu qui frappe l'Hébreu. Et donc, c'est important de se considérer, de rechercher un sens de fraternité, même au sein d'une même culture d'abord. Et le quatrième et le cinquième point que je vais aborder aujourd'hui sont les deux derniers points, mais qui sont des pivots essentiels pour arriver à trouver, à permettre en fait à ce que la justice et la liberté progressent, sont les suivants. Le quatrième point, à la suite de ce que j'ai mentionné, c'est que pour que la liberté et la justice progressent, ça demande à ce que l'on passe de la recherche d'une identité en fait qui transcende celle de nos races. Parce que dans l'histoire du peuple juif ou hébreu, c'est important de savoir qu'avant de devenir Moïse le libérateur, Moïse a connu 40 ans de fuite. Il a connu 40 ans de fuite parce qu'il avait commis un meurtre et il devait fuir. Et durant ces 40 années, Moïse a eu une rencontre divine où son caractère a été façonné. Il y a eu Moïse l'hébreu, il y a eu Moïse l'Égyptien, et entre-temps, dans ce no man's land là où il était, il y a eu un Moïse en mission de justice, qui a trouvé une mission de justice qui a été raffinée. Et pour que la justice prévale, en fait, nous devons mener le combat de défendre certaines valeurs, peu importe la race. Ce n'est pas normal que, par exemple, lorsque une race commet un crime, c'est un crime mineur, et lorsque l'autre race commet le même crime, c'est un crime majeur qui mérite parfois des tribunaux spéciaux. Ce n'est pas normal que lorsque une personne d'une certaine race fait une erreur, il est jugé incompétent, mais quand une personne d'une autre race fait la même erreur, c'est simplement une erreur d'inattention. Nous avons donc besoin de défendre des valeurs dans nos systèmes, peu importe la race. Et donc, c'est important. Le cinquième élément que je veux mentionner, auquel je vais m'attarder, c'est que, et ça va être le point crucial, c'est que pour que la liberté et la justice avancent, cela va demander une déloyauté à notre clan d'appartenance. Parce que l'une des choses qui m'a frappé dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est qu'il semblait plus facile pour Dieu de frapper le pharaon que de sortir l'esclavage de l'esclave. Il était plus facile d'opérer des circonstances externes pour permettre au peuple asservi d'être libéré, mais il semblait plus difficile d'amener le peuple asservi à croire qu'il pouvait passer d'esclaves à propriétaires de leur terre et de leur destinée. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il a fallu 10 plaies ou 10 calamités pour forcer l'oppresseur à libérer l'opprimé. Mais cela a pris 40 années pour sortir l'oppression de l'opprimé et créer une nouvelle génération qui avait de l'audace pour croire qu'ils étaient capables de passer d'esclaves à propriétaires. En fait, vous savez, quand pendant près de 400 ans, on vous a répété un discours, quand pendant près de 400 ans, on vous a appris ce que devrait être votre place dans la société, l'exploitation finit par devenir votre norme, même quand vous n'êtes plus dans le contexte de l'exploitation, comme les générations précédentes. Et en fait, il faut comprendre que les croyances essentielles d'une personne dans sa vie, les croyances essentielles d'une personne sont formées au cours des 6 premières années de sa vie. Et elles sont souvent influencées par près de 7 générations avant elle.
Par conséquent, lorsque vous naissez par exemple dans une lignée de personnes de couleur ayant connu l'esclavage ou la colonisation, ce que vous devez savoir, c'est qu'inconsciemment, dès votre enfance, on vous a peint une idée de ce à quoi vous devriez vous attendre. Et de l'autre côté, lorsque vous naissez dans une lignée de personnes qui étaient traditionnellement des maîtres, inconsciemment, on vous a peint une idée de ce qui devait être vos privilèges. C'est pourquoi on parle souvent de racisme systémique, c'est-à-dire un ensemble de façons de faire qui amènent à des traitements différents. Et ce n'est pas nécessairement un racisme qui est nécessairement prémédité, mais c'est simplement des croyances qui se sont inconsciemment enracinées dans les esprits et qui ont fini par s'ériger dans des normes. Et en des normes qui nous disent que lorsque, par exemple, vous et moi, nous gagnons le même type d'emploi, vous étant d'une autre race, et que moi, étant d'une personne de couleur, nous gagnons le même type d'emploi, pour vous, c'est normal d'avoir cet emploi, mais pour moi, je devrais le considérer comme étant un privilège ou une exception. Quand durant 400 ans, vous êtes né dans un contexte où vous avez été un esclave, et que demain, on vient vous dire que vous allez posséder une nouvelle terre, que vous allez avoir des privilèges juste pour vous, ben, vous avez un peu de difficulté à croire parce que l'esclavage a été votre norme. C'est ce que vous avez connu, c'est ce que vos ancêtres ont connu. Et de même, quand pendant des années, on vous dit que vous avez eu des privilèges et que demain, on vous les enlèvera, au début, ça peut paraître noble, mais lorsque la réalité va se présenter, il pourrait avoir de la résistance. C'est pourquoi, dans l'histoire du peuple hébreu, il a fallu laisser toute une génération mourir afin de faire disparaître les vestiges d'une ancienne mentalité pour laisser place à une génération d'une nouvelle mentalité. Et quand bien même les circonstances avaient changé pour eux, quand bien même le décret royal, ou même je dirais le décret pharaonique avait été signé, quand bien même le département de justice et le système carcéral avaient été réformés, il fallait sortir l'esclavage de l'esclave pour qu'il puisse prendre possession de ce qui devait être à lui. Et pourquoi cela était-il nécessaire? Parce que le véritable changement passe par un renouvellement, une transformation de nos pensées. Oui, il y a des facteurs externes, il y a des circonstances externes qui doivent changer, il y a des décrets qui doivent être signés, il y a des réformes externes qui doivent être faites. Mais cela ne remplacera jamais le besoin de renouvellement, de transformation de nos pensées. Et quand je parle de renouvellement, il ne s'agit pas d'une simple amélioration ou de simple discours, mais dans sa souche grecque, pour ceux qui l'ont étudié, etc., quand on parle de renouvellement de pensée, on parle d'un changement d'un état, semblable à la chenille qui devient un papillon, qui passe d'un état à un autre état qui est totalement non reconnaissable. Et donc, pour que la justice puisse prendre place, il doit avoir un désert de distance entre l'ancienne mentalité et la nouvelle mentalité. Il doit avoir une rupture totale de mentalité. Et comment est-ce que cela peut être possible? Pour que cela puisse se passer, pour vous et moi, que vous soyez blanc, noir, quelle que soit votre couleur, cela commence premièrement par reconnaître nos influences. Commence par savoir que mes croyances actuelles sont influencées par celles de générations avant moi. Je n'ai peut-être jamais été un esclave travaillant dans une plantation, ou je n'ai jamais peut-être vécu sous la colonisation, ou au moment où ça se faisait, mais cela ne veut pas dire que je ne vis pas les influences des générations avant moi qui, elles, ont connu ces phénomènes-là. Et comment se fait-il que, par exemple, dans ma communauté, le meilleur rêve que la plupart d'entre nous pouvons avoir ou que nos parents ont pour nous, c'est de nous voir avoir un emploi dans une bonne entreprise, quand dans une autre race, on vous encourage à oser l'entrepreneuriat, on vous encourage à oser, à rêver, créer une entreprise, à embaucher un jour des gens. Je n'ai personnellement pas travaillé dans une plantation ou travaillé dans l'administration du colon, mais dans ma descendance, probablement, il y en a eu.
Et de génération en génération, j'ai été formé à ne pas prendre trop de risques. Sinon, peut-être que je serais matraqué et ramené au champ. Tandis que pour vous, d'une autre race, vous n'avez peut-être pas autant peur du risque. Parce qu'au pire, qu'est-ce qui va se passer? On vous a appris qu'au pire, si ça ne marche pas, vous pourrez toujours retrouver facilement un emploi. Tandis que pour moi, avoir un emploi, on m'a appris que c'est un privilège. Et je serais donc fou d'oser risquer perdre ce privilège qui m'a été donné. Et donc, vous et moi, nous n'avons jamais vécu dans l'esclavage ou la colonisation, mais inconsciemment, les voix de nos ancêtres parlent dans nos têtes et dictent nos choix. Et nous devons premièrement prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience qu'inconsciemment, les pensées de privilège, les pensées de supériorité ou d'infériorité sont inconsciemment ancrées dans nos esprits, même si intentionnellement, on ne les a pas créées. Et tant que nous ne prendrons pas conscience de ces choses, nous ne pourrons pas nous en sortir. Et donc, ça commence par là. La deuxième chose, c'est de chercher la vérité. Et c'est important de chercher la vérité parce que seule la vérité peut nous rendre libres. Et est-ce vrai, par exemple, que tout ce que je pense au sujet des Blancs et tout ce que vous pensez au sujet des Noirs est vrai? Vous avez peut-être vu des stéréotypes et vous avez peut-être vu quelques cas qui ont confirmé les choses. Mais si vous cherchez un peu, vous verrez des cas différents. Mais pour que vous puissiez voir des cas différents et pour que moi aussi je puisse voir des cas différents, il faut que je n'ai pas peur de m'approcher de vous et que vous n'ayez pas peur de vous approcher aussi de moi. Et donc, on a besoin de traverser les frontières. La troisième chose, pour pouvoir avoir ce changement, je pensais, c'est de pratiquer un peu ce concept de la déloyauté au clan familial, qui n'est pas un concept que j'ai créé, mais qui est un concept qui est utilisé bien souvent par certains pour aider à renverser en fait des cycles. Et c'est un concept utilisé pour dire en fait que la déloyauté familiale, c'est quoi? La déloyauté au clan, c'est de se donner le droit de faire différemment, d'être différemment de ce que notre clan, notre famille a toujours eu l'habitude de faire. De faire différemment de ce à quoi on s'attend que nous fassions. Et être déloyal à sa famille ou à son clan, ça ne signifie pas de ne pas aimer sa famille ou son clan. Parce qu'on peut aimer et respecter tout en se donnant le droit d'être différent. Être déloyal ne signifie pas de nier sa famille ou sa race, mais c'est choisir de faire différemment. Parce qu'aimer ne signifie pas être similaire. La déloyauté au clan est fondamentale pour pouvoir s'en sortir dans cette question de race. Pourquoi dans l'histoire du peuple hébreu? Pourquoi est-ce que dans l'histoire du peuple hébreu, ils ont été en mesure d'entrer dans la terre qui leur était promise? Différentes raisons. Mais quelque part, parce qu'il y a eu deux personnes dans toute une génération. Il y a eu deux personnes qui ont choisi d'être déloyales au reste du clan. Ils ont choisi d'être déloyales au reste du peuple en disant « Nous n'aurons pas les mêmes croyances que vous. Si vous croyez qu'il est impossible de passer d'esclave à propriétaire, nous croyons le contraire. Nous croyons qu'il est possible pour nous de posséder un nouvel héritage. Nous croyons qu'il est possible pour nous de forger un nouvel avenir. » Et l'histoire raconte que le peuple a voulu lapider ces deux personnes-là. Probablement que le jour où vous allez décider d'être différent de la pratique institutionnelle de votre clan, de votre famille, de votre groupe, certaines personnes vont vous renier. Mais vous savez quoi? L'histoire raconte que ce sont ces deux seules personnes de l'ancienne génération qui ont pu expérimenter la nouvelle réalité de ce que c'est que d'avoir un chez-soi, qui ont pu expérimenter la réalité complète de ce que c'était que de quitter l'esclavage pour devenir un propriétaire. Les autres ont expérimenté une liberté à moitié. Les autres sont morts sans jamais avoir expérimenté ce que c'était d'être véritablement libre, d'avoir un chez-soi. Et donc la seule façon de progresser, c'est d'apprendre à être déloyal à son clan parfois. Et concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Par exemple, c'est de vous donner le droit d'être différent de la mentalité ou du système qui a été érigé selon lequel, en fait, les Noirs arrivent par exemple toujours en retard. Une fête de Noirs ne commence jamais à l'heure.
Choisissez d'être déloyal à ce système de pensée en commençant vos activités à l'heure. Et lorsque vous avez un rendez-vous avec un frère noir qui n'arrive pas à temps, partez pour montrer qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Un autre exemple, c'est que vous pouvez être déloyal à la pensée selon laquelle les Noirs sont incompétents en décidant dans votre prochain recrutement au sein de votre entreprise de couper la section des noms et des adresses des CV des candidats et de voir si les choix que vous allez faire seront les mêmes si vous aviez considéré les noms. Essayez-le juste pour voir qu'est-ce que ça va vous donner. Et si vous cherchez des Noirs compétents, n'hésitez pas à me contacter. Je connais plusieurs qui ont gradué parmi les universités les plus prestigieuses au monde. Des Noirs très compétents, il y en a partout. Et donc, pour conclure un peu cette pensée, dans le but de nous aider à pouvoir évoluer ensemble vers quelque chose de meilleur, c'est que le combat pour la justice et pour la liberté, pour plus de justice et pour plus de liberté, nécessite que nous prenions la responsabilité d'agir à notre propre échelle et de ne pas laisser ce que nous ne pouvons pas faire être un obstacle pour nous empêcher de faire ce que nous pouvons faire. Le combat pour la justice et la liberté nécessite que nous soyons en mesure de traverser les cultures et comprendre les protocoles des cultures des uns et des autres. Le combat pour la justice et la liberté nécessite que nous comprenions que nous avons besoin au sein de nos propres cultures de comprendre et de retrouver un certain sens de fraternité, de respect malgré nos divergences et de nous rappeler que nous faisons, après tout, partie de la même race. Le combat pour plus de justice et de liberté nécessite que nous comprenions que nous avons besoin de rechercher une identité qui transcende nos races, c'est-à-dire à nous ancrer sur la défense de certaines valeurs. Le combat pour la justice et plus de liberté nécessite que nous comprenions que nous avons besoin de pratiquer parfois la déloyauté à certains systèmes de pensée qui se sont érigés en normes dans notre clan, dans notre groupe. Et donc, mes très chers amis, ce sont quelques points non exhaustifs que je vous propose et que vous pourrez examiner pour voir quelles actions vous pouvez entreprendre à votre échelle personnelle. Parce que c'est uniquement quand vous vous levez que la justice se lève. Et si vous vous asseyez, la justice s'assiera. Parce que c'est uniquement par nos actions à nos échelles personnelles que les choses vont évoluer et non pas simplement dans nos discours. Nos discours nous aident à prendre conscience, mais il nous faut par la suite agir. Et pour ma part, j'ai choisi d'aider les personnes à changer leur état d'esprit et leurs habitudes à l'égard de l'argent afin de littéralement changer la lignée générationnelle, de sortir, de renverser des cycles générationnels de gestion d'argent, de système de pensée afin de pouvoir expérimenter une certaine abondance, une certaine croissance qui change la génération après eux. Et donc, c'est la part que je me suis donnée actuellement. Et ma question, c'est qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Quel rôle concret allez-vous jouer? Parce que si vous ne vous levez pas, la justice restera aussi assise. J'espère que vous allez y penser, que vous allez choisir une action. Et c'était Cédric Zongo, et c'était ma pensée par rapport à ce que nous traversons collectivement. Mais j'ai foi qu'ensemble, nous pourrons créer un monde meilleur. Passez une agréable journée.